Informationnel des adolescents qui chaque jour consulte son média sur tous les canaux YouTube, TikTok, Instagram. Cet homme, c'est Hugo Traverse. Son média Hugo Décrypte, il cumule 20 millions d'abonnés. Alors que les audiences radiophoniques viennent de tomber et confirment l'érosion du média avec au global 1 million d'auditeurs en moins par rapport à l'an dernier, le podcast d'Hugo Décrypte Actu du jour est le plus écouté du pays depuis 2024. Quelle est donc sa recette pour parvenir si bien à capter un jeune public que les médias traditionnels peinent à intéresser? Comment a-t-il construit son image et un style qui cultive la neutralité et la pédagogie, loin du sensationnalisme qui affole pourtant les algorithmes? Le jeune créateur de contenu est en mesure d'interviewer Billie Eilish, Volodymyr Zelensky, en passant par Bill Gates. Comment pense-t-il ces formats qui vont de l'entretien à la courte pastille, en passant par le reportage sur le terrain, comme récemment en Ukraine? Quel est son modèle économique pour faire vivre sa petite entreprise, passer de 1 à 40 personnes? Son lien avec les marques et leurs exigences, les plateformes et leur opacité. Enfin, quel regard porte ce jeune homme sur notre monde médiatique qu'il semble si bien décoder? Hugo Traverse est notre titre au scénario Chris et au dessin Coco Pello, publié aux éditions Alary, une BD de 200 pages qui revisite l'histoire du pays, des Vikings à Vladimir Poutine, un voyage dans le temps où l'on vous suit en personnage dessiné pour mieux comprendre la nature conquérante de la Russie et les enjeux aussi de notre actualité immédiate. On prendra le temps d'en parler car l'ouvrage est très réussi. Dans cette émission entretien chronique toujours, venue de notre partenaire Courrier International qui sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère, c'est votre slogan. Ingrid Tarouat est avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour François. Avec une chronique consacrée à Bogota. Bogota, voilà, Courrier International qui est sans doute, Hugo, une de vos sources d'information. C'est très très intéressant, ça fait une très bonne revue de plonger dans des articles passionnants venus du monde entier. Donc oui, je lis très régulièrement Courrier International. Est-ce que vous informez les jeunes? Mais ça serait aussi intéressant de savoir comment vous informez, Hugo. Vous avez le programme de l'épisode 11 de La Fabrique, et puisque j'ai parlé d'audience en introduction, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast, ce qui prouve la pertinence de notre proposition. Alors comme on dit dans l'écosystème YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Très bien, c'est efficace. C'est efficace, et justement sur la chaîne YouTube de France Culture, nous y sommes en ce moment et en images. Posez toutes vos questions à notre invitée Joséphine Reinhardt qui prépare cette émission à mes côtés, est au poste pour les recueillir. C'est parti. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va décrypter Monsanto. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler menaces nucléaires. J'ai donc une chaîne YouTube, Hugo Décrypte, qui vise à parler d'actualité aux jeunes et à tous les jeunes. Dès 11-12 ans, je me filmais en train de faire une sorte de petit journal que mon frère me filmait, puis on faisait ça avec la caméra de mon père. L'objectif avec Hugo Décrypte, ça a été de créer comme ça un média qui a pour objectif de rendre l'actualité accessible en combinant des formats innovants et une écriture aussi qui est innovante d'une certaine façon. Et Emmanuel Macron pourrait-il réellement à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. J'ai rencontré Bill Gates, il a accepté de participer à l'interview Face Cachée. Et oui, en attendant le passage dans les prochaines semaines d'artistes ou encore de sportifs, et après la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle, aujourd'hui c'est au tour de l'un des hommes les plus puissants de la planète de répondre à mes questions sur ce format. Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements du coup pour Billie Eilish. Hi guys. On a des formats, on fait des confs de rédac par exemple en live sur Twitch. Ah, c'est cool ça. Donc là les gens voient l'équipe, ils voient les bureaux, ils voient tout ça. Sur YouTube, là on est suivi par plus d'1 800 000 personnes. C'est essentiellement des jeunes qui parfois vont voter pour la première fois. Il y a un vrai besoin de comprendre concrètement les programmes des candidats et l'abstention elle est aussi due à ça. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that... Aujourd'hui, on a une quinzaine de journalistes qui ont la carte de presse, qui font ce travail-là au quotidien. Notre travail en soi n'a pas changé, vraiment sur la forme n'a absolument pas changé, mais maintenant le regard a changé. Voilà, on vous a entendu interviewer Donald Trump. Du coup, je suis à une poignée de main de Donald Trump grâce à vous cet après-midi, Hugo. Salut, c'est Hugo. Vous l'avez répété combien de fois à peu près Beaucoup de fois. Je pense qu'en plus, c'était dans ce format des Actus du jour depuis près de 5 ans maintenant et avant dans d'autres vidéos. Donc, quelques milliers de fois, je pense. Quelques milliers de fois. Alors, cette bande dessinée, j'en ai parlé en introduction, elle est vraiment très réussie. Elle nous permet un grand voyage de la Russie, qui est un sujet d'actualité, mais pas forcément un sujet si évident lorsqu'on veut intéresser le plus grand nombre.
Comment ça vous est venu cette idée de partir en BD? C'est quoi l'intérêt du médium, du format bande dessinée? Je pense que le format de bande dessinée, déjà merci beaucoup pour l'invitation et je trouve ça très agréable de pouvoir prendre le temps comme ça d'échanger dans un format comme celui-ci sur la question de la fabrique justement de l'information. Sur la question de la bande dessinée, c'est vrai que c'est un format qui n'est pas un format que je maîtrise à l'origine. C'est vrai que moi forcément je suis né en quelque sorte sur les réseaux sociaux, en tout cas dans le cadre de mon travail, mais on sentait qu'il y avait un enjeu pour nous d'informer différemment, et quand je dis différemment, c'est déjà prendre une forme de recul, là où les réseaux sociaux sont malgré tout toujours pas mal portés sur l'actualité, de prendre davantage de recul avec une approche historique, de pouvoir utiliser aussi la force de la bande dessinée. Qu'est-ce que ça veut dire la force de la bande dessinée pour moi? C'est à la fois la force d'un récit, parce que ça reste un récit, on me suit, vous l'avez dit, à travers les époques, et donc il y a une forme de voyage de ce point de vue-là. Avec plein de moments anachroniques très marrants, évidemment, oui. où vous réadaptez des procédés du 21e siècle avec de vos interviews face cachée, par exemple, d'un tsar, ou enfin, en tout cas, on a cette idée-là. Complètement, et donc ça, c'est la force finalement qui est possible avec l'imagination, tout en ayant quelque chose qui reste sérieux sur le fond, avec un travail qui est vérifié, validé par des historiens. Donc c'est à la fois la force du récit de la bande dessinée, avec une forme de sérieux sur le fond qu'on est capable d'amener, et ça a donné, je pense, une histoire effectivement qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde, parce que la Russie, de fait, est au cœur de l'actualité, avec un discours et une visée impérialiste très concrète en Ukraine évidemment, mais qui va même bien au-delà. Et cette dimension historique, je pense qu'elle est essentielle pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, parce que Vladimir Poutine convoque des grandes figures historiques en permanence, il réhabilite aussi un certain nombre de figures, il utilise l'histoire, quand je dis utilise, c'est au sens, il instrumentalise l'histoire pour tenter de justifier l'invasion de l'Ukraine, ou plus largement en fait des crimes qui peuvent être commis. Donc je pense que cette dimension historique, elle est essentielle aujourd'hui. Et vous le faites avec des professionnels, puisque vous êtes entouré d'un scénariste et aussi d'un dessinateur, Coco Pello, que je citais. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que vous arrivez dans un monde qui n'est pas le vôtre, donc il ne faut pas non plus, j'imagine, avoir trop de critiques, de dire c'est quoi ce créateur de contenu qui vient du côté de la BD, déjà qu'il est partout, si en plus il vient dans notre métier. Non mais complètement, surtout que, on va pas se mentir, quand on parle de créateurs de contenu, de youtubeurs ou autres, on est forcément des personnes qui sont vues par parfois des maisons d'édition comme une audience potentielle, donc la possibilité de faire quelque chose qui sera vendu derrière, avec un intérêt parfois strictement commercial. Et moi, ça faisait des années que j'étais parfois approché par des maisons d'édition, et je sentais que l'intérêt, il est très, très souvent commercial, et il n'y avait pas de réel enjeu éditorial derrière. Et là, ça s'est fait différemment. Il y avait une volonté déjà de notre part de créer cette bande dessinée, une collection ensuite annuelle sur ce chemin-là. Et on s'est rapproché d'abord de Alaric, une maison d'édition qui avait une excellente réputation, une capacité à travailler là-dessus, et Chris et Coco Pello qui ont fait un travail formidable dessus, qui ont cette expérience de la bande dessinée. Et donc, c'était vraiment un travail collectif sur ce projet-là, pour que nous, on apporte, et moi, j'apporte ce que je peux apporter, avec Benjamin, qui est mon rédacteur en chef, qui a beaucoup aussi travaillé dessus, mais qu'eux aussi apportent évidemment la force du scénario de Chris et des dessins de Coco Pello. Vous dites justement que parfois, on m'approchait d'un point de vue purement opportuniste. Ça vous arrive souvent, j'imagine, d'être démarché, parce que, on en parlera, vous arrivez à parler à un public jeune qui est l'objectif de beaucoup de médias et qui n'y parviennent pas toujours. Alors on se dit, il faut avoir Hugo Décrypte. Ça, c'est constant, ces démarchages que vous recevez? Oui, et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça prend plusieurs formes. Cette forme de démarchage, ça peut être effectivement ce qui revient le plus souvent dans les questions de journalistes, c'est des politiques qui veulent venir pour forcément communiquer auprès d'une autre tranche d'âge. Nous, la réponse face à cela, c'était de se dire, les interviews politiques sont une infime minorité des contenus qu'on fait aujourd'hui. C'est peut-être moins de 5%, même 1% des contenus qu'on fait. Donc quand on le fait uniquement et strictement dans un cadre qui nous convient, avec des règles qui nous conviennent. Autrement, on le fait pas et on n'a aucune gêne à pas le faire. Je pense que c'est la chance qu'on a d'ailleurs par rapport à d'autres médias qui parfois ont c'est tout bête, mais une grille à remplir, des invités à avoir régulièrement, parfois de façon quotidienne, et donc le cadre et le rapport de force, si on peut dire ça d'une certaine façon, n'est pas toujours le même. Mais après, des sollicitations, oui, il peut y en avoir dans tous les cas, et moi je vois l'évolution même de mon travail au quotidien. Quand on lance quelque chose de nouveau, que ce soit là un média, mais ça peut être plein d'autres choses, au début on pousse déjà pour faire connaître notre travail et pour nous améliorer et faire tout ça. Aujourd'hui on continue à essayer d'améliorer ce qu'on fait, mais on est aussi dans une autre posture, on a la chance d'être sollicité pour des choses, et c'est à nous de faire ces arbitrages, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire, qu'est-ce qui est cohérent avec notre ligne éditoriale et ce qu'on s'est donné comme mission, et qu'est-ce qui sort de ce cadre-là. Oui, vous parliez justement des personnalités politiques, vous les avez quand même tous reçus en 2022, tous les candidats à l'élection, en leur proposant différents formats. Je vous propose qu'on écoute peut-être un extrait d'une candidate qui a fait forcément beaucoup parler à ce moment-là lorsqu'elle est passée chez vous. Il s'agit de Marine Le Pen. Doit-on supprimer le permis à points? Non, sauf pour les
Surtout pour les toutes petits excès de vitesse. Y a-t-il suffisamment de policiers en France? Non. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école? Oui, pour les petits. Faut-il rétablir la peine de mort? Il faudra faire un référendum, et après chacun dira oui ou non. Les violences policières existent-elles? Non, systémiquement non. Le pass vaccinal doit-il être supprimé? Oui, Éric Zemmour pourrait-il être votre Premier ministre? non, Les éoliennes sont-elles utiles? non, Comptez-vous abroger la loi sur le mariage pour tous? non, Êtes-vous favorable à la PMA pour toutes? non. Est-ce utile d'aller sur Mars? On peut la passer. Non, je ne sais pas. Emmanuel Macron est-il, selon vous, le pire président de la Ve République? Oui. Alors, ça, c'est un petit format que vous aviez, hein, justement, de questions très courtes, 50 secondes, qui serait dans le cadre d'un format beaucoup plus long, hein, d'un entretien. Néanmoins, il y a eu quand même pas mal de reproches qui ont été adressés. Bon, vous savez, sur les réseaux, on est constamment critiqué, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous reprochant peut-être de ne pas avoir donné assez de répondants par rapport à la parole de Marine Le Pen, d'avoir fait finalement une interview un peu trop consensuelle. Oui, c'est des questions, des sujets qui reviennent souvent sur les interviews politiques, de la façon dont on traite ce genre de sujet, ce cadre-là. Alors, une des critiques qui revenait effectivement parfois, c'était le fait que les formats étaient courts et souvent, notamment, ces extraits-là d'une minute étaient isolés par rapport à, vous l'avez dit, un format qui était beaucoup plus long, dans lequel on pouvait beaucoup plus approfondir et relancer sur un certain nombre de choses. Cela dit, en réécoutant là certains extraits, quand on entend l'hésitation sur la question de la peine de mort redirigée vers la question du référendum, ou quand on entend un non sur les éoliennes sont-elles utiles, je trouve qu'il y a quand même parfois des réponses courtes aussi qui sont intéressantes et riches d'enseignements dans certains cas. Mais maintenant, sur ces formats-là, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut continuer à améliorer. Et moi-même, j'ai plein de réflexions, notamment sur la prochaine présidentielle. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici là. Mais on a fait un travail de fond. On a fait un travail qui n'est pas léger. Contrairement à d'autres émissions, on aborde des sujets parfois légers, pas sérieux, ou people dans certains cas, et comme on peut le voir dans certains médias. C'était un travail sérieux de fond sur tous les sujets. Je pense qu'on a essayé de relancer le plus possible sur un certain nombre de choses. Mais avec une approche, Hugo, vous en conviendrez quand même, qui est où on laisse quand même l'invité le temps de s'exprimer, ce qui est normal, mais on est quand même dans un format d'entretien qui est par nature est un format qui peut susciter ou fédérer une sorte d'empathie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cadre très posé. Je lis juste certains des commentaires de votre audience sur cette émission-là. Par exemple, Ebon 54 qui dit franchement ça m'a fait du bien de pouvoir la voir sous cet angle, même si je ne pense pas voter pour elle. Ou un autre qui dit Marine Le Pen remonte dans mon estime. Ce format est vraiment sympa pour voir le vrai visage des politiques. Il y a un côté un peu sympa, mais comme le veut aussi finalement, j'ai envie de dire, le dispositif. Mais je sais pas, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il faut être méfiant sur les commentaires sous les vidéos, et on le voit pas plus tard qu'il y a quelques jours. On parlait de la Russie à l'instant. On a publié une vidéo sur la façon dont Vladimir Poutine veut réhabiliter une forme d'empire russe. Étonnamment, là où généralement on a 500 commentaires sur une vidéo, là on en a eu près de 2500. Et à la nature des commentaires et à la violence des commentaires, on voit très bien à quel point ça peut être instrumentalisé, particulièrement en période d'élection dans ce genre de cadre. Donc je pense qu'il y a une forme de vigilance à avoir là-dessus. Maintenant, sur le fond et sur l'interview, ça reste une interview longue d'1 heure. Encore une fois, on parle strictement de fond. Je n'ai pas le sentiment qu'on essaie de la mettre en avant d'une certaine façon. C'était un travail vraiment d'essayer d'analyser, de se plonger dans le programme des candidats, de voir les failles, de voir les sujets sur un certain nombre de choses. Et si maintenant, moi, je vois, j'apporte une forme de regard autocritique sur le format et sur ce qu'on veut faire, notamment sur la prochaine élection présidentielle, on s'est concentré en 2022 sur essentiellement le programme des candidats, qui est un élément évidemment extrêmement important, parce que c'est ce dont on parle, de l'avenir du pays, de ce qui va être porté par tel ou tel candidat. Un des éléments, je pense, si je fais un peu d'autocritique de mon côté, qui a manqué, sur lequel je veux qu'on travaille davantage sur les prochaines élections, c'est davantage se plonger sur la question de l'idéologie politique au sens large, au sens d'où viennent tel ou tel parti politique, d'où viennent telle ou telle personnalité. Le même travail que vous avez fait sur la bande dessinée, en fait. Effectivement. Et aussi, qu'est-ce que l'extrême droite, quels sont les différents courants de pensée politiques qui peuvent exister en France aujourd'hui. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui, dans le cadre d'une campagne présidentielle, est aussi un élément intéressant à évoquer. Et à évoquer évidemment auprès de votre jeune public, parce que si je vous pose la question, c'est parce que vous avez forcément une responsabilité. Vous parlez à énormément de gens. Moi qui vais beaucoup dans les collèges, dans les lycées pour faire de l'éducation aux médias, vous ne pouvez pas savoir à quel point votre nom ressort à chaque seconde. Enfin, j'imagine que vous le savez, mais en fait, vous êtes constamment cité avec quand même une idée qui dit si Hugo l'a dit, c'est que c'est vrai. Vous avez conscience de cette responsabilité-là ? Ouais, je pense que j'en ai conscience, honnêtement, parce que je le ressens même comme un poids, et je ne dis pas ça de façon forcément négative. Simplement, je le sens, cette responsabilité au quotidien. Je pense
que pour revenir d'ailleurs à la question des interviews politiques, on a fait des interviews lors de la campagne présidentielle. Autrement, on en a fait assez peu. La dernière en date, c'était alors Volodymyr Zelensky, mais c'est un peu différent. Ou en politique française, c'était Emmanuel Macron fin 2023. Typiquement, quand Emmanuel Macron arrive en 2023, le cadre, c'est nous qui l'imposons. On dit, en fait, ce sera 1h30, on ne veut pas faire moins. Ce sera en direct parce qu'on veut cette forme de transparence sur le format. On ne donnera pas les thématiques en avance, contrairement à ce que peuvent faire d'autres médias ou d'autres médias dans le cadre d'interviews politiques. Et je pense que ce cadre aussi nous protège d'une certaine façon. Et ça fait que, d'ailleurs, on peut le voir sur la présidentielle de 2022, certains candidats n'avaient pas accepté d'avoir le même format que d'autres ou d'avoir ce cadre-là. Et ben, on ne l'a pas fait, on a accepté de ne pas le faire. Donc, je pense quand même que sur d'autres médias traditionnels, toutes les questions ne sont pas préécrites quand même à l'avance, connues par les personnalités politiques. Bien sûr, complètement. Non, bien sûr. Mais je pense que, encore une fois, nous, c'est quelque chose qui nous protège aussi de cette façon-là. Et pour revenir plus largement à la question de la responsabilité qu'on porte, la façon d'y répondre de mon côté, ça a été très tôt de me dire que j'ai besoin d'avoir une équipe avec moi, j'ai besoin d'avoir d'autres journalistes. Et oui, je pourrais me dire, je vais faire tout ça tout seul et je vais faire ce travail tout seul. Sauf que factuellement, pour répondre à cet enjeu-là, il faut qu'on soit plusieurs. Et donc, on a une 40 en tout. Donc 15 journalistes. Exactement, une quinzaine de journalistes qui ont la carte de presse, qui font avec moi ce travail-là au quotidien. Et c'est essentiel pour répondre à cet enjeu-là. Ça, c'est aussi une question rituelle qui vous est posée, mais il faut quand même y passer. Est-ce que vous vous considérez comme journaliste ? Est-ce que pour vous, ça y est, on en est revenu de ce débat créateur de contenu versus journaliste ? Je pense qu'il est à la fois intéressant et à la fois sans fin, et donc il a ses limites. Je pense que moi, quand je me suis lancé il y a près de 10 ans, j'ai lancé une chaîne YouTube et je voulais faire du journalisme, mais j'avais aussi comme modèle des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu qui, dans la forme, et là c'est la forme qui m'inspirait, étaient capables d'avoir des codes un peu différents, de se dire oui, on peut faire des choses intéressantes sur YouTube, y compris d'ailleurs de la vulgarisation ou d'autres choses, et on peut amener de l'information sur ces plateformes. C'était qui ces figures-là dont vous vous inspirez justement C'était à l'époque, c'était des figures, des créateurs de contenu comme Nota Bene par exemple sur l'histoire qui faisait ce travail-là. C'est là d'ailleurs où c'est assez intéressant, un YouTuber qui fait de la science sur YouTube, est-ce qu'on dit que c'est un YouTuber, est-ce qu'on dit que c'est un journaliste scientifique, est-ce qu'on dit autre chose, est-ce que c'est les deux à la fois? Moi j'assume pleinement que dans les faits mes sources d'inspiration étaient assez mêlées et encore une fois là on parle de côté journaliste et créateur de contenu, mais le terme de média aussi peut être débattu. À quoi ça ressemble? Est-ce que je sais pas, Squeezie est un média? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est à partir d'une certaine audience qu'on est vu comme un média? De la même façon, est-ce que c'est à partir d'une certaine audience qu'on est vu comme journaliste? Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai lancé ma chaîne il y a près de 10 ans, j'avais fait une conférence avec Jean Massiek, donc qui fait des lives sur Twitch sur l'actualité politique. Et Backseat notamment. Backseat, exactement, une émission politique qui s'appelle Backseat. Et Rémi Buzine, qui est journaliste chez Brut. Et on était tous les trois invités dans une école de journalisme que je ne citerai pas, mais invités par des étudiants et des enseignants en journalisme étaient présents. Et à l'époque, ça faisait 1 ou 2 ans chacun qu'on faisait notre travail sur les réseaux et on avait eu un retour très très critique de ces enseignants-là qui nous disaient ce que vous faites, c'est pas du journalisme. Pour X ou Y raison, parfois que je pouvais entendre et encore, mais parfois qui me semblait complètement assez hallucinante. Et je pense que ce regard a évolué paradoxalement au fil du temps et au fil de l'audience qui s'est construite, alors que notre travail en soi n'a pas changé. Même si vous parliez justement, est-ce que Squeezie est un média? Je pense que Squeezie, oui, est un média par définition, mais c'est pas un média d'information. Oui. La question, c'est est-ce que vous êtes, vous, un média d'information? Je pense qu'on l'est. Je pense que là, en l'occurrence, le terme de média est beaucoup plus facile, je trouve, à trancher, et média d'information aussi. Voilà, vous avez une rédaction, vous avez des journalistes qui ont la carte de presse. Si je parlais de cette polémique, c'est qu'il y a encore peu de temps, Gaspard G, qui est aussi un créateur de contenu sur le même terrain que le vôtre, qui est celui de l'actualité, on lui a proposé une pige sur France Inter, il a participé à cette pré-matinale en faisant des chroniques, et ça a encore suscité la polémique. On s'est dit, finalement, il prend la place d'un journaliste, quelle est sa légitimité, est-ce qu'il a une éthique? Donc, finalement, elle est encore là, justement, là. Ouais. Non, complètement, je pense que la question se pose toujours. Je pense que dans le cas de ces situations-là, il y a aussi parfois alors, dans le cas de Gaspard, je pense pas que la critique soit pertinente parce qu'il fait un travail qui est extrêmement sérieux sur sa chaîne, mais moi j'ai vu ce débat ou cette polémique arriver dans le cas de typiquement de tapis rouge, dans le cadre d'événements où des journalistes ou des créateurs de contenu sont invités pour poser des questions, avec parfois des journalistes qui sont frustrés, qui disent mais en fait maintenant il y a des créateurs de contenu qui prennent la place entre guillemets de journalistes. Et on en revient du coup à la question centrale. Ce qui est pas évident, c'est que je pense que pour dire les choses, on peut être un créateur
créateurs de contenu et faire un excellent travail, y compris typiquement pour interviewer des personnalités, et d'ailleurs parfois avec une rigueur plus importante que certains journalistes, et inversement. C'est une question d'étiquette, avec des règles aussi évidemment qui sont derrière et qui sont importantes, mais aussi parfois une forme de rattachement à tout prix à cette volonté de désigner des termes, et ça peut être un peu sans fin. Ce que vous expliquez à l'instant, on a eu le cas justement lors des dernières élections présidentielles à la Maison-Blanche, où il y a eu effectivement des accréditations qui ont été données à des influenceurs américains, avec un pool particulier d'influenceurs, avec des bureaux qui étaient en parallèle de ceux de la presse traditionnelle. Alors ça rendait compte aussi d'une évolution du paysage médiatique aux États-Unis très polarisé, et avec aussi une prédominance qui est donnée sur l'espace numérique informationnel. Mais on voit bien qu'il se joue encore ici. En fait, complètement, je rejoins complètement là-dessus, et je pense que la crainte ou l'inquiétude en soi, elle est compréhensible, elle est même légitime dans une certaine mesure. Quand on parle des États-Unis, et cet exemple-là est marquant, si c'est retirer des journalistes qui font un travail sérieux pour les remplacer par des créateurs de contenu ou des personnes qui ont une présence en ligne, parfois d'ailleurs à diffuser des fausses informations, et qui vont non pas poser des questions intéressantes, mais poser simplement des questions qui vont satisfaire Donald Trump, évidemment que c'est un problème. Et je l'ai moi-même vu quand j'étais à la Maison-Blanche il y a quelques mois. Donc on était un certain nombre de journalistes accrédités à la Maison-Blanche dans le bureau Vous aviez la carte de presse à ce moment-là? J'avais pas la carte de presse, mais ce qui est ce qui est assez drôle, c'est que quelques jours après cette rencontre au bureau Oval, la maison, tragique en l'occurrence, mais la Maison Blanche a revu ses règles, et c'est là justement il y a eu toute une polémique parce qu'un certain nombre de médias maintenant ne sont plus accrédités dans le bureau Oval. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la conférence de la presse qui a suivi après dans une grande salle à la Maison Blanche, Donald Trump est arrivé avec Emmanuel Macron. Il s'est tourné vers les journalistes. Il y avait tout un tas de journalistes, y compris des médias installés traditionnels américains. Et la première question, elle était pour quelqu'un qui était debout sur le côté, que Donald Trump a désigné, qui s'avère être un blogueur très très proche de Trump, et dont la question était, je ne saurais pas vous la dire telle quelle, mais c'était quelque chose du type vous êtes toujours extrêmement populaire dans les sondages, qu'est-ce que vous ressentez là-dessus? Ce qui est pas vraiment peut-être la question la plus pertinente et la plus intéressante. Donc là, effectivement, dans ce genre de situation, ça pose problème. Vous parliez tout à l'heure de Zelensky. Comment ça s'organise quand on va interviewer Zelensky? Est-ce que quand même vous êtes en relation avec le Quai d'Orsay, avec la diplomatie française? C'est pas... j'ai du respect pour Orelsan, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas n'importe qui. C'est une interview, c'est un entretien qui a un poids, qui peut même avoir des conséquences importantes sur la diplomatie. Oui, complètement. Alors ça se fait pas avec le ministère des Affaires étrangères français ou quoi que ce soit, ça se fait directement avec son équipe, avec qui on est entré en contact. Ça se fait de façon paradoxalement plus facile que ce qu'on pense. Non, mais moins galère qu'avec Orelsan. Il y a moins d'intermédiaires. Non, mais paradoxalement, c'est vrai que en y repensant, alors oui, il y avait tout un enjeu d'un point de vue logistique et de sécurité qui est immense. Quand on arrive dans le palais présidentiel en Ukraine, ils fouillent tout, ils fouillent même votre caméra, s'assurent que tout est réellement du matériel de vidéo. Il y a une sécurité qui est immense, on est sans notre téléphone pendant assez longtemps, mais ça, on peut s'y attendre et c'est normal. Pour le reste, on peut imaginer qu'il y a une forme de contrôle, de vérification, de je ne sais quoi. Très peu finalement. Nous, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, quel était l'enjeu pour nous, quel était l'intérêt pour nous d'avoir cette interview. Je pense que eux, si on est très honnête, voyaient aussi l'intérêt pour eux de s'adresser à un autre public, parce que Volodymyr Zelensky prend régulièrement la parole dans des médias plus traditionnels, avec une tranche d'âge, il faut le dire, parfois plus âgée. Donc, de s'adresser à un public plus jeune, je pense que c'était intéressant pour eux. Mais je pense aussi qu'ils ont vu le sérieux de notre travail et ce qu'on souhaitait faire, et ils ont eu du coup la même approche que pour les autres médias. Quand vous parlez justement de sérieux, vous dites voilà, moi je suis entouré. C'est vrai qu'on a toujours du mal à se le représenter, parce que vous connaissez le modèle économique des réseaux sociaux, ça marche beaucoup sur l'incarnation. Donc Hugo Traverse, Hugo Décrypte, Hugo partout. Salut, c'est Hugo, peut-être 12 850 000 fois. Donc on a du mal à voir les gens qu'il y a derrière aussi. Ouais. Et en même temps, je pense que je pense que ceux qui nous suivent le perçoivent et le voient de plus en plus. Déjà parce que très concrètement, il y a maintenant de plus en plus de personnes qui incarnent des contenus sur nos réseaux, que ce soit à l'échelle nationale, entre guillemets, avec nos formats d'actu du jour sur YouTube ou autres, il y a de plus en plus de journalistes qui incarnent ces contenus. À l'échelle locale aussi, on a lancé des déclinaisons locales de Hugo Décrypte à Marseille, à Lyon et au Québec sur Instagram. Et en fait, là aussi, il y a des journalistes de plus en plus qui incarnent ces contenus. Au risque de perdre justement l'incarnation qui est votre marque de fabrique. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent de se dire, est-ce que, en fait, à mesure que d'autres journalistes vont incarner, on va
perdre l'ADN en quelque sorte de la chaîne, et je suis persuadé que non. Déjà, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'ai envie qu'on continue à porter ce travail au-delà, et je me fiche un peu que ce soit moi ou un autre journaliste, tant que l'approche est la même et que l'approche me parle, et cette mission, on essaie de la remplir. Donc déjà, personnellement, ça ne me gêne pas, au contraire, et surtout, ça nous permet de faire notre travail. Et ce que je vois aujourd'hui, maintenant que ça fait 3 à 4 ans j'exagère, peut-être 2-3 ans, que je suis plus le seul à présenter des actus sur la chaîne, je vois qu'en fait, les gens, globalement, s'en fichent un peu, si on dit les choses de façon très concrète. Tant que l'approche est la même, on ne fait pas moins de vues quand les actus du jour sur YouTube sont présentées par d'autres journalistes de l'équipe. On ne fait pas moins de vues quand, sur les formats courts, sur TikTok ou autre, c'est des journalistes de l'équipe qui les présentent. Et je pense que ça montre que, oui, l'incarnation est importante, oui, l'incarnation joue un rôle d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, mais c'est présent, et pas que d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, dans n'importe quelle émission, la question de qui présente est un sujet qui revient souvent, et chacun a ses préférences ou autre. Mais en réalité, quand on voit à l'issue de tout ça ce qu'il en est, moi je vois que finalement le format et ce qu'on propose est beaucoup plus important que qui va le présenter, et c'est finalement d'ailleurs, je pense, assez positif, c'est que ça montre qu'il y a un intérêt sur le fond avant tout. Sur le fond et donc sur l'approche, on l'a dit, vous revendiquez une approche de neutralité, d'objectivité, d'arriver à être le plus pédagogique possible, à pas prendre position. Donc parfois, je le disais, ça peut friser un peu parfois le consensuel. Vous allez pouvoir justement vous en expliquer là-dessus, mais j'aimerais que vous nous expliquiez aussi comment vous avez fait, parce que quand on regarde justement ce qui fonctionne sur Internet, je parlais tout à l'heure de ce qui excité les algorithmes, on sait que c'est très bien que c'est l'engagement, les contenus qui polarisent, on le voit tous les jours. Et vous avez quand même réussi avec un contenu, on va dire, qui ne cherche pas le buzz à chaque seconde, à fédérer une grande audience. Il y a plusieurs points là-dessus qui, je pense, qui sont intéressants. Sur le premier point déjà, et sur la question de la neutralité ou de l'objectivité, c'est pas quelque chose que je revendique aujourd'hui. Même au contraire, j'essaie de m'en détacher le plus possible. C'est-à-dire que ceux qui nous suivent, évidemment, nous suivent ils nous suivent pas pour avoir mon opinion personnelle sur les différents sujets qu'on va évoquer. Mais pour autant, j'essaie de faire comprendre, y compris à ceux qui nous suivent, que aucun média n'est neutre, aucun journaliste n'est neutre, voilà, c'est quelque chose que par qui le choix des pas. sujets qui décident Le de choix des traiter ou sujets, pas. le choix des mots, à tout point de vue, c'est aucun journaliste n'est neutre. Et je me souviens que, si je suis très honnête, au début de la chaîne, il y a près de 10 ans, j'avais cette réflexion de me dire peut-être que dans un paysage médiatique, y compris en France, qui est parfois très polarisé ou autre, il peut y avoir une approche un peu différente. Aujourd'hui, je ne revendique pas d'être un média polarisé ou je ne sais quoi, mais je suis conscient aussi de la limite de tout ça. Comme vous le dites, ne serait-ce que le choix d'un sujet, c'est un choix éditorial. Et y compris d'ailleurs lors d'élections présidentielles ou autres, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Donc c'est quelque chose dont j'essaie de me détacher, et je pense que l'équipe d'ailleurs, ceux qui nous suivent le voient de plus en plus. Maintenant, sur la seconde partie et le second point, c'était la question de... La question vous faites pas... On fait certes, pas de- certes vous avez raison de le dire, et je pense que c'est bien rappelé dans n'importe quelle école de journaliste, et dans la fabrique de l'information, on le sait bien, on n'est jamais neutre dans le choix d'un sujet, dans les personnes qu'on invite, dans le titre qu'on va choisir, etc. Finalement, il y a l'intention Bien qui sûr. arrive partout à chaque virgule. Parce que la deuxième question, c'était que vous n'arrivez à ne pas céder aux sirènes, justement, du sensationnalisme pour arriver à fédérer une grande audience, et ça, c'est pas si évident. En fait, je pense que ceux qui nous suivent, et je le vois beaucoup dans les retours, il y a souvent une forme d'habitude, de réflexe. C'est tous les soirs, je vais regarder ce format d'actu du jour, ou régulièrement, je vais regarder des formats d'interview d'1h30 que vous allez proposer. Ou alors, sur des formats plus courts, sur Instagram, le matin, je vais regarder ce qui s'est passé la veille. Cette forme de réflexe ou de routine, le mot est un peu dur, mais de réflexe d'information, je pense que c'est quelque chose qui... a de la valeur, au sens où c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens, et qui est finalement, si vous parlez de la question du... Oui, je cherche pas le buzz dans ce que je fais, mais je cherche par contre à avoir quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Et à partir du moment où c'est le cas, je pense qu'on peut grandir entre guillemets sur les réseaux sociaux et avoir une audience qui se développe. Je pense que, et la question m'était posée il y a quelques mois de me dire, est-ce qu'il y a eu un moment, un buzz ou une chose qui a fait que d'un coup la chaîne s'est développée? J'ai pas su répondre parce que factuellement je n'en ai pas en tête. Par contre, je pense que au fur et à mesure, plein de gens ont rejoint un petit peu notre chaîne, et ont rejoint un peu nos formats, ils se sont mis à s'informer via nous. Donc oui, je pense qu'on peut faire des contenus intéressants sans chercher le buzz entre guillemets sur les réseaux sociaux, et c'est
Tant mieux, c'est positif aussi. Est-ce que vous pensez que vous bénéficiez d'une certaine manière, et ce n'est pas votre intention, mais bénéficiez d'une certaine forme de défiance que les jeunes peuvent avoir à l'égard des médias traditionnels? Quand je dis défiance, et ça on le voit dans tous les instituts Reuters, manque de représentativité, soupçon de connivence avec le pouvoir politique, c'est souvent les reproches qui nous sont adressés à nous, médias. Est-ce que vous croyez que vous, par votre approche parasociale, c'est-à-dire vraiment la question du créateur de contenu, qui tutoie, qui regarde dans les yeux, qui a une forme de proximité, est-ce que vous bénéficiez de ça? Dans l'approche et le contenu que nous on fait, c'est-à-dire dans notre façon d'approcher les choses, je pense pas, dans le sens où on a une approche qui reste très sérieuse, où si on parle de la question des relations parasociales, etc., j'évoque très peu ma vie personnelle, je suis très peu dans ce discours-là et dans cette façon-là de faire les choses. Maintenant, si on parle de la question de la perception des médias plus traditionnels, ce qui est un mot un peu fourre-tout et un peu valise, mais on Le est Monde, d'accord. France Inter, France 2... Je pense que oui, il y a une défiance qui est présente, qui est parfois... basé sur un décalage d'un point de vue de l'ordre de l'usage, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes... Moi, parfois, j'ai des retours, si je suis très, très précis, j'ai parfois des retours de gens qui me disent c'est bien, tu as parlé de tel sujet, contrairement aux autres médias. Et parfois, c'est le cas. Parfois, oui, c'est des sujets qu'on a abordés que d'autres médias n'ont pas forcément mis à la une de leur format. Et il y a plein de critiques qui peuvent être adressées. Mais parfois, je regarde leur retour et je dis non, là, c'est faux. C'est peut-être vous qui n'avez pas vu, je sais pas, tel journal ou telle chose. Mais je suis à peu près certain, et je suis même certain que ce sujet a été évoqué dans d'autres médias. Simplement, vous ne le lisez pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est juste, vous ne le voyez pas. Vous avez raison. D'ailleurs, j'imagine que vous, pour fabriquer ces contenus, vous et votre équipe, votre matière première, c'est les médias. Non, je pense que c'est similaire. Oui. Parce que quand vous faites l'actu du jour, par exemple, quand c'est pas du reportage, quand c'est pas vous qui allez voir Donald Trump à la Maison Blanche ou en Ukraine, globalement, c'est quoi votre matière première? Je pense que c'est similaire au fonctionnement des autres médias sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner effectivement en faisant de la veille auprès d'autres médias, en contactant des personnes, en étant nous-mêmes sur le terrain, en sollicitant des personnes. Je pense même que nous, dans notre approche, on a, selon les formats qu'on fait, on a des approches et une valeur ajoutée qui est différente. Oui, quand on fait notre format d'actu du jour, par exemple, alors parfois, il y a des sujets qu'on met à la une de nos formats qui ne sont pas à la une de tous les médias. Factuellement, le sujet d'aujourd'hui, ce vendredi, là, porte sur la question des tensions ces dernières 24 heures entre la Chine et le Japon. Je ne suis pas certain que beaucoup de JT, pour donner cet exemple, mettent à la une de leur JT aujourd'hui la question des tensions entre la Chine et le Japon. Pour autant, on considère que c'est un sujet intéressant, peut-être trop peu médiatisé, alors qu'il y a des choses intéressantes sur le fond d'un point de vue géopolitique à analyser, et on le met à la une. Mais notre valeur ajoutée principale sur ce format d'actu du jour, c'est peut-être parfois des choix de sujets différents, mais c'est surtout l'approche et l'analyse qu'on va essayer d'apporter dessus. Parfois, ça porte sur un enjeu d'explication. Là, on en parlait tout à l'heure, donc l'exemple peut-être marquant et dernier en date, c'est l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Sujet quand même assez dense, assez complexe et en même temps très important à comprendre. Au-delà de la question de que va faire Sarkozy en prison ou quoi, le sujet intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière cette affaire. Et donc, quand on porte ce sujet-là à la une, on essaie de l'expliquer. Oui, ce qu'on révèle, ce qu'on énonce, il a été évoqué et révélé même par Mediapart, mais notre approche et notre enjeu à ce moment-là n'est pas le même. Mais quand on fait des interviews ou quand on fait du reportage, là on va sur le terrain, on fait là aussi un travail comme d'autres médias. Et c'est comme d'ailleurs une chaîne de télévision, l'approche dans un JT n'est pas forcément le même que dans une émission politique. Mais ce que vous dites est très intéressant, c'est que là vous dites notre spécificité c'est d'arriver à faire de la pédagogie, du décryptage, pour reprendre ne serait-ce que le titre de votre chaîne. Il me semble quand même, c'est ce qu'on essaye de faire tous aussi en permanence, du décryptage quand on parle à un public. On essaye de contextualiser, de donner les éléments. Donc, encore une fois, là, ça me paraît pas être une méthode révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une méthode que les autres font. Et pour autant, on a l'impression qu'il y a que vous qui le faites. C'est ce que viennent de dire, c'est ce que vous nous dites de votre audience. Non, faudrait poser la question aussi à ceux qui nous suivent et voir quels sont leurs retours. Moi, je sais que quand j'ai lancé ma chaîne il y a 10 ans maintenant, j'ai lancé ma chaîne parce que moi-même, j'étais largué en suivant des médias. Je veux pas faire de généralité, mais parfois en suivant certaines émissions sur des sujets. Alors que j'étais étudiant à Sciences Po, donc j'étais déjà dans ces sujets-là, je voulais être journaliste, j'étais très intéressé par l'actualité, mais je me retrouvais face à des débats dans des émissions politiques où je ne comprenais rien, et disons les choses, et j'en parlais à des amis à moi, et eux-mêmes me disaient, je suis largué, je comprends rien à ce qu'ils disent. Quand je me retrouvais à je sais pas, essayer de comprendre ce qui se passe sur la guerre civile en Syrie en 2016, j'allumais une chaîne d'infos qui évoquait ça, j'étais largué, je comprenais rien, parce que parfois je faisais face à, alors parfois c'était clair, mais parfois je faisais face à un chercheur par exemple, spécialiste du sujet, qui va pas forcément se dire, peut-être que là, moi, tout ce qui est dans ma tête depuis des dizaines d'années, c'est pas forcément évident pour un jeune de 18 ans qui essaie de comprendre pour la première fois, ou pour d'ailleurs quelqu'un de plus âgé qui juste veut s'enseigner sur ce qui se passe, et donc
Oui, je pense qu'on a tous cette volonté de rendre accessible et certains médias, y compris des médias plus traditionnels, entre guillemets, le font très très bien. Il y en a qui font un travail formidable là-dessus. Mais je pense aussi que c'est notre valeur ajoutée. On a cette vigilance très très importante encore aujourd'hui pour s'assurer que ça parle au plus grand nombre. France Culture, Je quitte les réseaux sociaux et je vous emmène avec moi en Russie. la fabrique de l'information, Voyager avec moi à travers le pays et ses époques. Avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. François Saltiel. Et nous sommes dans la fabrique de l'information en compagnie d'Hugo Traverse, le créateur il y a 10 ans du média Hugo Décrypte, créé parce qu'il était largué. Il venait de le dire, il était largué par l'information et il fallait qu'il puisse se repérer. Et apparemment, ils étaient nombreux à être largués eux aussi par l'information parce que plusieurs de millions de personnes le suivent maintenant. Est-ce qu'ils seront des millions à acheter cette bande dessinée dont on parle aujourd'hui car c'est son actualité, Hugo Décrypte en Russie. 200 000 exemplaires, j'ai vu le tirage de cette bande dessinée. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression là aussi? Parce qu'il me semble que c'est un enjeu économique important. Je sais que l'éditeur est là dans la salle, je regarde au loin, peut-être qu'il pourrait dire la même chose, mais il y a un enjeu quand même sur ce... Oui, après, moi, je ne vois pas forcément sur cet aspect-là, je vois aussi sur un enjeu pour nous à montrer que justement, il y a un intérêt des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais à se plonger en profondeur sur un sujet comme ça. On l'a aussi vu comme ça, c'est-à-dire qu'on l'a aussi pensé comme un format intergénérationnel, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vrai que là où sur les réseaux sociaux, ça reste encore de fait souvent un public jeune, parce que simplement il y a plus de jeunes sur les réseaux, quoique ça évolue. Cette bande dessinée, on l'a pensée de cette façon-là. Et j'avoue que la pression, je la ressens pas tant d'un point de vue de nombre de ventes ou de je ne sais quoi. J'ai plus envie de me dire, c'est un travail sur lequel on a bossé pendant près de 3 ans, avec des personnes de talent au dessin, au scénario, et puis des historiens derrière. Et on pense qu'il y a une urgence même à informer sur ces sujets-là. Donc, c'est plus cette pression-là, mais c'est pour nous passionnant de sortir, on va dire, des réseaux et d'aller sur autre chose. Moi, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, sur tout ça. Quand on est justement sur les réseaux, quand on n'en sort pas, ce qui est évidemment votre métier, est-ce qu'on ne devient pas omnibulé par les chiffres, par les valeurs métriques? Parce qu'elles sont au cœur de ce système, de cette économie. On sait très bien qu'une vidéo, il faut qu'elle démarre avec un certain nombre de vues, sinon elle se plante. On ne maîtrise pas très bien l'algorithme, j'imagine même pour vous, de savoir ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous arrivez à sortir de cette dictature des valeurs métriques? Je pense que on arrive au fil du temps à s'en défaire et c'est essentiel. Je pense que on a la chance déjà d'être sur des formats quotidiens et donc je pense que là on peut, je sais pas, alors que ce soit d'ailleurs quelqu'un qui fait un documentaire qui va aller au cinéma ou quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube de divertissement, quelqu'un qui poste tous les 6 mois ou tous les ans peut avoir cette pression de j'ai bossé pendant des années sur quelque chose, si ça fonctionne pas peut-être que ça va me stresser ou quoi. Là dans notre cas c'est vrai que sur les réseaux on publie tous les jours et plusieurs fois par jour et ce que je dis aussi à l'équipe, parfois à la une de nos actus du jour on met un sujet, c'est dur dit comme ça mais on sait que ça va pas fonctionner et quand je dis ça va pas fonctionner c'est ça va pas avoir autant d'audience que d'autres sujets qu'on pourrait traiter habituellement. Mais je dis à l'équipe, on le fait quand même parce que je considère que c'est important et je veux qu'on en parle. Et tant pis, jamais ça fera moins de vues. Essayons de faire en sorte que ça fasse le maximum de vues parce que oui, on va informer et c'est normal, je pense, dans la mission qu'on s'est donnée, qu'on regarde les chiffres, qu'on se dise plus il y a de gens qui s'informent via nous, tant qu'on respecte notre règle, notre déontologie, mieux on se porte et mieux c'est. Mais typiquement, quand on fait, je sais pas, il y a encore quelques jours, la une de nos actus du jour sur le Soudan, plusieurs jours d'affilée et que oui, ça a moins d'audience que les autres. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois et on va continuer à le faire. Et c'est là qu'on s'est donné cette mission. Donc, je pense que cette pression des chiffres, elle est présente partout. Elle est présente même à la radio, à la télé. C'est quelque chose qui est présent au quotidien et pas que d'ailleurs dans des médias d'information. À la différence quand même, alors la radio, j'en ai parlé justement en ouverture, puisque vous venez ici au lendemain des chiffres médiamétrie, mais nous, on les a tous les 3 mois. Oui, c'est vrai. Alors, on peut bien sûr regarder ce qui fonctionne ou pas sur les réseaux, mais néanmoins, tous les 3 mois, on n'est pas comme vous, où on peut potentiellement les regarder toutes les 10 minutes pour voir comment la courbe évolue. Non, mais vous avez complètement raison, mais une des différences quand même que je ferais, c'est que moi, comment dire, il y a plusieurs médias qui sont présents sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas le sentiment qu'on soit dans un sujet de compétition. On n'est pas plusieurs médias à avoir strictement la même émission, au même créneau horaire, sur la même grille ou je ne sais quoi. Et donc, je pense que c'est même une chance de ce point de vue-là parce que je ne me compare à personne. Et en fait, on fait notre travail. J'ai pas cet enjeu qui vient de façon insidieuse et parfois dangereuse de attention parce que votre équivalent sur une autre chaîne ou autre chose, il fait plus.
On ne se pose pas la question, on fait ce qui nous paraît important sans trop regarder ça. Alors oui, factuellement, on reste sur des réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui sont puissants d'une certaine façon et qui peuvent dicter certaines choses, mais on sait aussi ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et franchement, oui, moi je suis assez ravi de l'approche qu'on a aujourd'hui et de l'équilibre en tout cas qu'on essaie de trouver là-dessus. Vous les comprenez, les algorithmes? Non, en partie oui, en partie non. C'est-à-dire qu'il y a des règles et des choses qui existent aujourd'hui. On sait que YouTube, par exemple, c'est connu aujourd'hui. Il y a 2 critères importants pour déterminer le succès d'une vidéo. C'est est-ce que les gens cliquent sur la vidéo et est-ce que les gens restent sur la vidéo. Et les 2 sont importants. C'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose de très aguicheur sur votre titre ou autre, mais que derrière, c'est pas intéressant et que les gens partent, en fait, YouTube ne la mettra pas en avant. Et inversement, enfin, c'est les 2 critères intéressants. Donc ça, c'est des critères qu'on connaît, qui sont pas, qu'on subit d'une certaine façon parce qu'ils sont présents. On n'a pas notre mot à dire, mais ils sont là. Mais il y a d'autres critères qu'on ne connaît pas. Parfois, il y a des contenus qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur TikTok, qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas encore aujourd'hui. Et parfois, il y a des phases où on se dit, mais très bizarre, nous, ce contenu, il est important pour nous. On pensait qu'il allait potentiellement intéresser des gens qui veulent s'informer dessus. Finalement, ce n'est pas le cas. Parfois, on a du mal à le savoir. Justement, je parle de cette opacité des algorithmes, des plateformes, cette aussi dépendance quelque part à devoir produire. Vous produisez énormément, même si on a bien compris qu'il y avait une équipe qui produit en votre nom, dans la marque, j'entends. Vous avez vu tous ces burn-out de créateurs de contenu, d'influenceurs, dont certains d'ailleurs sont vos amis ou vos proches, ils sont dans le même système. Vous vous sentez pas fragile par rapport à ça? Non, enfin, évidemment, c'est une pression à tout point de vue. Moi, je la ressens plus d'un point de vue par rapport au travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, mais cette responsabilité-là, je pense, me pèse davantage que la question des algorithmes ou du succès éventuel d'un contenu. Ça, je pense que c'est un peu secondaire et honnêtement, je ne ressens pas comme un poids. C'est plus, encore une fois, cette forme d'exigence en tout cas, qu'on essaie de se donner et cette responsabilité qu'on a, je pense, qui peut peser, mais c'est normal, comme elle pèse, je pense, à n'importe quel journaliste quand on traite un sujet sérieux, au directeur de rédaction quand il traite un sujet sérieux avec son équipe. C'est peut-être plus ça qui pèse, mais c'est normal. Et encore une fois, la façon d'y répondre, ça a été d'avoir une équipe avec... justement, une journée type, ça ressemble à quoi pour vous? Je vais vous dire qu'il n'y a pas de journée type, ce qui est vraiment la réponse la plus nulle. Alors, vas-y, on va dire une journée type où vous n'êtes pas en reportage, pour comprendre. Non, honnêtement, c'est... Il y a des confs de rédac tous les jours? Oui, il y a des confs de rédac tous les matins. Vous êtes présent tout le temps ou c'est votre présent soit à l'écrit quand je ne peux pas être présent, soit autrement physiquement. On ne fait pas forcément toujours d'ailleurs des conférences de rédac en physique, comme on peut l'entendre, on discute des sujets qu'on va aborder. C'est parfois des choses qui se font à l'écrit, parfois on appelle selon les jours. Mais c'est une rédaction avec des rédacteurs en chef, avec des journalistes aussi qui font ce travail-là. Et de mon côté, il y a quand même beaucoup de mon temps encore qui est passé sur une dimension éditoriale parce que c'est ce que j'aime faire. Alors, plus le temps passe, plus j'essaie de me détacher des formats quotidiens d'actualité du jour pour aller sur des reportages qu'on fait de plus en plus, des interviews qu'on fait de plus en plus, parce que ça me parle et j'apprends moi-même aussi à travers ça. Mais oui, il y a beaucoup de travail. Vous parliez de YouTube tout à l'heure, Hugo. Nous y sommes en ce moment en images sur la chaîne de France Culture. Et une question vous a été posée par Limetime. Comment avez-vous vécu et appréhendé la légitimation par les médias traditionnels, notamment votre passage sur France 2 pour la présidentielle? Alors, je le rappelle, il y a eu un de vos formats d'interview qui a été diffusé sur France 2 à différents moments d'ailleurs des cases. Ils ont tenté, je crois, ça avant le journal, après le journal, en deuxième partie de soirée. Bref, il y a eu cette tentative d'un média traditionnel de diffuser et puis ça, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un échec. En tout cas, ça n'a pas duré. En fait, ça a très bien fonctionné. Simplement, alors, forcément, quand on avait des invités qui parlaient davantage aux jeunes, je ne sais pas, même un profil comme Billie Eilish, l'audience était plus faible que quand on avait un profil comme Thomas Pesquet ou autre. Mais nous, on était ravis des retours et France Télévisions aussi. J'ai simplement voulu personnellement changer de format d'interview et passer d'un format très produit qu'on a fait, ce format d'interview face cachée, à un format plus de podcast, plus peut-être classique sur la forme, d'une heure et demie que j'évoquais à l'instant. Et je voulais retourner un peu à cette forme-là, donc c'était un choix de notre part. Après, la façon dont les médias ont perçu la chaîne et la façon dont ça a évolué, encore une fois, je pense qu'au début de la chaîne, il y avait parfois, il faut le dire, une forme de mépris, parfois une forme d'incompréhension. Moi, j'avais, des retours directement sur des plateaux de journalistes ou de personnes qui me disaient ce que vous faites, c'est pas du journalisme, et qui me donnaient comme argument le fait qu'on était sur les réseaux sociaux. Ça a dû être étonnant pour vous et j'imagine un peu marrant cyniquement. C'est-à-dire que vous parlez de mépris. Il y a bien eu un moment donné, puis on se rappelle tous des extraits entre Squeezie et Ardisson, qu'on fait le tour, on voyait un peu le mépris de cette presse traditionnelle qui regarde ces petits jeunes arriver
arrivé en disant voilà, et puis après il y a eu un basculement quand même, un renversement, et peut-être que le fait que France Télévisions vint vous chercher, je dis pas que c'était France Télévisions qui faisait du mépris à votre égard, mais c'est aussi une manière de dire on en a besoin maintenant d'Hugo. Oui, peut-être, mais je pense que même plus largement, je trouve, sur le rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, quasiment tous les médias sont sur YouTube, enfin quasiment tous, plus ou moins, mais si on prend Le Monde, ils font un travail formidable sur YouTube, les Échos, je vois, depuis plusieurs mois maintenant, font beaucoup de vidéos intéressantes sur YouTube, donc de plus en plus de médias essaient d'aller sur ces réseaux-là, à juste titre. Je pense qu'il y a de la place pour eux, ils ont bien raison d'y aller, et il faut faire ce travail-là sur ces plateformes-là, mais c'est juste intéressant de voir ce changement comme au début, quand TikTok est arrivé, moi j'avais droit à des retours de ce que vous faites sur TikTok, 2 minutes pour aborder un sujet, c'est beaucoup trop court. Et moi, je leur disais, mais déjà 2 minutes, parfois, c'est plus long qu'un sujet dans un journal télévisé. Et surtout, avec mon débit de parole, on peut mettre quand même pas mal de choses, quoi. Donc, parfois, ce regard est assez marrant quand aujourd'hui, on voit que tous sont présents sur ces plateformes-là. Mais tant mieux, encore une fois, tant mieux. Je pense que c'est positif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'incompatibilité de cible ? C'est-à-dire que globalement, vous êtes ultra populaire sur les réseaux sociaux, on l'a dit. Vous êtes même plus cité que le cumul de plein de médias traditionnels. Ça, c'était dans le rapport Reuters. Vous arrivez sur France 2 quand même à 1 heure d'exposition. On va dire que c'est pas un carton planétaire. Est-ce que ça veut pas dire que finalement on est face à 2 publics qui sont en parallèle et qui ne se croisent jamais ? Je caricature. Pour plein de gens, Squeezie, il est inconnu. Et pour d'autres gens, Michel Drucker est inconnu. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là de publics parallèles, quoi ? Je pense pas, parce que je pense que les choses évoluent. Et quand je dis qu'elles évoluent, c'est que les plateformes évoluent, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus populaires. En tout cas, dans ce sens-là, YouTube, par exemple, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent nos vidéos depuis un poste de télévision. Donc, littéralement, un poste, j'ai utilisé le mot poste de télévision, mais depuis une télévision. Un écran, quoi. Un écran, grand écran dans le salon. Un grand écran dans le salon avec l'application YouTube. Ils cliquent dessus, ils regardent, je sais pas, une interview ou quelque chose. Ils regardent parfois en famille, tout ça. Et je pense qu'à mesure que les années passent, je le vois de toute façon dans les chiffres de notre côté, YouTube, au début, je disais, je lance une chaîne YouTube pour les jeunes. Je crois qu'en plus, on avait sorti un extrait où on m'entendait dire ça. Aujourd'hui, je sais que ma chaîne YouTube, elle est suivie par des jeunes, suivie par des moins jeunes. Je suis à peu près certain que dans le replay de cette émission, vous aurez peut-être des commentaires, gens qui diront, mais moi, j'ai tel âge et je suis aussi. Et je suis persuadé que notre travail, par exemple, peut parler à tout le monde et à tous les âges. C'est pas un travail pour les jeunes en soi, c'est un travail pour tous ceux qui s'informent sur les réseaux. Et je pense que cette consommation et cet usage va continuer à évoluer de façon drastique. Il y avait une phrase qui avait créé la polémique de la patronne de YouTube France, Justine Rice, que vous devez forcément connaître, puisque vous êtes en collaboration quand même avec eux, qui avait dit « Nous sommes maintenant la première chaîne de télévision de France ». Peut-être, alors j'ai pas les chiffres. Alors la polémique elle était simple, Non, c'était juste pour dire que c'était une manière de dire oui, mais vous pouvez pas vous considérer comme une première chaîne de télévision, vous le savez, c'est la question des hébergeurs et des médias, c'est que ces plateformes-là restent des hébergeurs. Oui, complètement, mais en termes de temps moyen passé sur les réseaux, c'est pensé de cette façon-là, c'est sûr que c'est absolument massif et ça va continuer à être le cas. Et ça, par contre, oui, je pense que ces médias plus traditionnels ont un rôle à jouer sur les réseaux. Par contre, oui, je pense que malheureusement certains formats sont voués à évoluer et à changer pour aller peut-être davantage sur les réseaux. Salut Orelsan. Salut. Et on va parler des dessous de ton métier, de la création, de la question de la solitude aussi, qui est un sujet qui revient beaucoup, et dans ton film qui est sorti il y a quelques jours, et dans cet album. On va parler aussi des réseaux, du fait d'être parent aussi, parce que c'est aussi quelque chose dont tu parles beaucoup dans l'album. Gros programme du coup pour aujourd'hui. T'es bien installé, ça va ? Je suis bien. Je suis prêt. Mais avant de poursuivre, on voulait vous parler de notre partenaire Bourse-Banque. Oui, modèle économique, Bourse-Banque qui arrive de manière en irruption sur le contenu. C'est quoi votre modèle économique du coup, Hugo Tripp ? Vous vivez grâce à... Déjà, votre média est-il rentable ? Notre média est rentable aujourd'hui. Depuis combien de temps ? Depuis le début, parce qu'en fait, j'ai jamais levé de fonds, j'ai jamais... c'est très particulier comme question et même ma réponse du coup, mais vu que j'ai lancé ça en parallèle à mes études, j'ai fait ce que je pouvais faire avec le peu de moyens que j'avais et dès que j'avais un peu d'argent, je l'ai réinvesti. Donc oui, il est rentable finalement depuis le premier jour. Depuis le premier jour. En tout cas, il n'a jamais été en déficit, si ce n'est peut-être en déficit de sommeil et de temps que vous avez passé pour le consacrer. On vient d'entendre une publicité qui, donc c'est le modèle économique, vous allez nous expliquer un tout petit peu comment ça marche, mais donc qui arrive comme ça au milieu, c'est ça qui vous fait vivre globalement ? Oui, c'est notamment ça en tout cas. C'est-à-dire que c'est les publicités qui vont s'afficher avant les vidéos. Donc ça, c'est géré par Google si on parle de YouTube. C'est des publicités placées automatiquement dans un système d'enchères qu'on ne maîtrise pas, qui se fait vraiment automatiquement. C'est aussi parfois des partenariats qui peuvent être faits avec des marques. Donc là, c'est un exemple que vous venez d'entendre ici. Et quand c'est le cas, c'est des choses qui sont gérées par l'équipe commerciale au sein de notre équipe, chez nous exactement. Donc c'est pas les journalistes de l'équipe qui font ce travail-là, c'est bien cette équipe commerciale qui est dédiée. Et ensuite, il y a
y a d'autres sources de revenus qu'on essaie de développer pour pas reposer uniquement sur la dimension publicitaire, parce qu'on sait à quel point ça peut être fragile en période de crise, par exemple. S'il y a une crise, c'est des budgets qui peuvent baisser, donc potentiellement un modèle qui est plus à risque. Donc des sujets de production vidéo, il y a des sujets d'édition. Vous faites du brand content, par exemple, pour essayer de trouver d'autres modèles pour ne pas dépendre uniquement de l'achat d'espace. Et quand c'est le cas, typiquement, c'est des contenus qui sont diffusés sur nos réseaux, qui sont faits avec une marque. C'est indiqué très clairement que c'est fait avec un partenaire commercial, et c'est préparé donc par cette équipe commerciale. Pas par vos journalistes. Et pas par les journalistes de l'équipe. Et c'est important pour nous, et c'est d'avoir ce fonctionnement-là. La question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on pense de ce modèle? Est-ce que c'est un bon modèle? Et je pense que dans notre cas aujourd'hui, avec l'objectif qu'on s'est donné, c'est peut-être l'un des moins pires modèles pour faire notre travail. Ce que j'entends par là, c'est que l'alternative, ce serait quoi? Ce serait notamment un modèle par abonnement qui évidemment abonnement payant, qui a évidemment plein de vertus, qui est par ailleurs ultra pertinent pour un Mediapart par exemple, qui a évidemment un enjeu essentiel d'avoir ce soutien par les abonnés. Dans notre cas, on a un enjeu quand même qui est qu'on veut que notre contenu et tout notre contenu soit accessible gratuitement, parce qu'on s'adresse à des jeunes ou à des moins jeunes d'ailleurs, mais qui parfois n'ont pas les moyens de payer pour s'informer. On a aussi un enjeu à répondre. Si on est sur TikTok, le contenu dans tous les cas il est gratuit, mais on veut être sur TikTok parce qu'on veut répondre à des fausses informations, à des choses sur cette plateforme. Donc ce modèle nous permet aussi de faire tout ça. On peut avoir une idée justement de combien coûte une publicité sur une vidéo par exemple vue 1 million de fois? Non, alors, on communique pas sur les chiffres. Ah, vous êtes comme les autres finalement, Hugo. Ouais, c'est comme ça. Mais non, on communique pas sur les chiffres, mais c'est essentiel. Ce que je peux vous dire dans tous les cas, c'est que ce qu'on évoque ici, donc la publicité par exemple qui a été diffusée ici, elle est essentielle pour faire notre travail. On pourrait pas reposer uniquement sur la monétisation des vidéos, c'est-à-dire donc les publicités qui s'affichent avant les vidéos. Ce serait vraiment insuffisant pour faire ce qu'on fait aujourd'hui et la quarantaine de personnes qui font partie. La plateforme que vous avez lancée, Elan, ça fait partie justement de ces ressources alternatives de revenus. Donc je le rappelle, Elan, c'est une plateforme d'offres d'emploi qui permet de mettre en relation des entreprises avec des étudiants, enfin ceux qui sont en demande d'emploi, donc principalement des jeunes. C'est surtout en réalité aujourd'hui, c'est surtout un média. On a 3 journalistes à temps plein sur ce média-là qui vise en fait à accompagner les jeunes dans la vie professionnelle, la vie d'adulte. Alors tout ça est un mot très large, mais en fait on est parti d'un constat assez simple qui est que beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur avenir, sur les métiers qu'ils vont faire, sur des enjeux très concrets parfois, de comment négocier mon salaire auprès de mon patron, comment gérer ce genre de situation. Et donc c'est un média qu'on a créé dans ce cadre-là pour répondre à ça. Ok, merci beaucoup pour cet élan. On va maintenant poursuivre notre élan avec Ingrid Tarouat de la rédaction de Courrier International. Bonjour Ingrid. Bonjour François. Alors nous partons maintenant à Bogota à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Oui, ce personnage François a la peau tannée par la rue, la lèvre marquée d'une cicatrice, la démarche tranquille de celui que rien ne presse. Dans la capitale colombienne, tout le monde le connaît. Il s'appelle John Alexander Cardona Pelusa, mais on le surnomme le loup des librairies, parce que depuis 20 ans, il vole des livres. La revue colombienne El Mal Pensante lui consacre une longue enquête que Courrier International a traduit et publiée dans son tout dernier numéro. Et ce loup, il ne se cache pas. Il entre, il salue, il échange quelques mots, puis il disparaît, un Foucault ou un Nietzsche dans la poche. Alors l'image, évidemment, aurait de quoi séduire, celle d'un Robin des Bois du savoir, d'un voleur d'idées dans un pays où la lecture reste un luxe. Mais El Mal Pensante démonte la légende. Le loup ne vole pas par passion pour la philo. Son geste est une mécanique rodée, une farce au millimètre près. Et ce que raconte aussi cet article, c'est que ce fameux loup alimente une économie parallèle. Oui, ses cibles sont les librairies indépendantes du centre de Bogota. Des échoppes fragiles, sans assurance, où chaque perte compte. On estime les vols à près de 5 millions de pesos par an, c'est environ 1 000 euros, et c'est beaucoup. Le loup choisit des ouvrages de haute volée intellectuelle, chers, rares, recherchés. Et c'est pas juste une manie solitaire. L'enquête révèle un système parallèle. Les livres volés alimentent un petit marché noir du savoir. Certains professeurs, étudiants ou chercheurs, payés à peine 800 euros par mois, se fournissent comme ça. Le loup revend bouquinistes qui sont des figures ambiguës de la culture populaire, moitié libraire, moitié receleur. Et il a même de la concurrence. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle la Bande à Tintin. C'est 3 femmes qui écoulent des coffrets d'Hergé jusqu'à 1,35 million de pesos pièces. Et tout ça prospère dans une relative impunité. Les plaintes sont classées comme simples vols à l'étalage et la police, qui est débordée, s'y attarde pas tellement. Dans un pays où les inégalités restent abyssales, le livre devient une marchandise de plus, un bien à écouler dans les marges d'une économie informelle.
Et cette histoire si incroyable nous parvient grâce à un magazine qui détonne lui aussi. Vous avez raison, cet article ne vient ni d'un grand quotidien, ni d'une agence, mais d'une revue littéraire qui prend le temps de raconter, de mêler enquête et récit. La force de ce texte ne tient pas seulement aux faits, mais à la manière singulière dont un média peut faire vivre une ville, un personnage, une histoire. El Malpensante, ça veut dire le mal-pensant. Cette revue a été fondée à Bogota en 1996 et s'est imposée comme la grande revue narrative du monde hispanophone. Mi-revue littéraire, mi-journal d'investigation, elle cultive une tradition du récit long, entre reportage et chronique sociale. Et l'article dont je vous parle s'inscrit justement dans cette veine. Une enquête au ton feutré, à la frontière du conte moral, du réalisme magique si profondément colombien et du documentaire urbain. C'est ce ton justement que Courrier International a voulu restituer fidèlement en traduisant non seulement les mots, mais aussi la mélancolie d'un pays où la culture résiste à la pauvreté. Car la Colombie aujourd'hui reste traversée par des tensions profondes et l'accès aux livres y est limité. Les bibliothèques publiques manquent de moyens et le prix d'un ouvrage neuf dépasse souvent le budget hebdomadaire d'un foyer modeste. Alors dans ce contexte, les librairies indépendantes apparaissent comme des bastions précaires d'un idéal humaniste. L'article dont je vous parle, d'El Malpensante, prend donc la valeur d'une parabole, celle d'un pays où les livres, autrefois symboles d'émancipation, deviennent des objets de troc et de survie. Et pourtant, dans les rues de Bogota, certains continuent d'ouvrir leurs échoppes chaque matin, d'allumer la lumière, de disposer des ouvrages sur des tables branlantes, comme on dresse un autel à la pensée. En quelques pages, le vol d'un livre à Bogota devient le miroir d'un monde où la culture, menacée d'épuisement, cherche encore à circuler. Et avec cette histoire de loups, de libraires et de lecteurs précaires, on comprend que ce n'est pas seulement les livres qu'on dérobe, c'est la possibilité, fragile, de penser librement. Ingrid Terwatt, donc la chronique de Courrier International, retrouvée sur tous nos réseaux. Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, je suis dans la fabrique de l'info, la meilleure émission du monde. Salut, c'est Hugo. J'ai fait cette BD en soutien à Poutine car je suis un agent secret du gouvernement russe. Ah bah voilà, on le sait maintenant, c'est parfait, c'est cette BD en Russie, vous génial. l'avez fait, vous êtes infiltré, c'est votre voix Hugo, on vous a entendu, évidemment cette voix a été clonée par intelligence artificielle. Comment vous le vivez justement? On l'a fait très facilement, hein, vous en doutez, ce deepfake, hein, ce trucage, mais on est loin d'être le seul à le faire. Pas très bien. Enfin, là, on sait que c'est une blague, donc un peu mieux. Et parfois, c'est utilisé à des fins humoristiques et ça va. Pas très bien autrement parce qu'on voit à quel point ça peut être utilisé justement pour propager des fausses informations. Moi, je sais que de plus en plus, on utilise ma voix pour reprendre ma voix, reprendre des codes de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et diffuser des fausses informations régulièrement, notamment sur TikTok. Donc, ça arrive de plus en plus. C'est évidemment, de ce point de vue-là, un danger qui est important. Donc pas très bien de ce point de vue-là pour dire les choses. Ouais. Et puis au-delà de ça, la question de la menace informationnelle, de la guerre informationnelle, de l'ingérence, on voit que dans l'espace sur lequel vous naviguez finalement, vous en tant que créateur de contenu, on sent que c'est une menace croissante. Oui, complètement. C'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, techniquement, on pourrait, c'est vrai, utiliser une intelligence artificielle pour créer d'un coup, mais quand je dis d'un coup, c'est en quelques minutes, des dizaines et des centaines de vidéos, les diffuser automatiquement sur tous les réseaux sociaux, en espérant qu'une ou deux de ces vidéos fonctionnent et réussissent à être diffusées au plus grand nombre. Donc, c'est effectivement un danger qui est important. Et on sait d'ailleurs que certains pays sont très puissants là-dessus. La Russie, d'ailleurs, en fait partie. C'est aussi pour ça qu'on avait fait notre bande dessinée, pour essayer de déconstruire un certain nombre de mythes, de choses qui sont propagées, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, par le pouvoir russe aujourd'hui. Allez, une dernière question venue de l'un de nos viewers sur YouTube, Sébastien. Quand tu regardes les réseaux sociaux de France Culture, ça c'est un préalable qu'il faut déjà demander à Hugo, quel conseil donnerais-tu pour toucher davantage un public jeune? Je pense que cette question, on va dû la poser déjà de nombreuses fois. Hugo, avez-vous la recette miracle? Si oui, combien? En 15 secondes, Hugo. Non, pas de recette miracle. Maintenant, ce que je sais, c'est que là, on vient d'échanger pendant près d'une heure, on a pu aborder plein de sujets, c'était intéressant de pouvoir le faire. On voit que quand je fais moi une émission d'1h30 avec parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, quand j'interviewe Fabrice Arfi pendant près d'1h30 il y a quelques mois sur cette affaire-là, c'est une émission qu'on aurait pu faire aussi dans une émission de radio qui aurait pu être, qui est sur YouTube en l'occurrence après ici aussi. Donc je pense simplement que c'est se rendre compte que ce qui est fait ici peut être diffusé partout. C'est déjà le cas ici parce qu'on est sur YouTube et je pense qu'après ça viendra avec le temps. Je pense que oui, des émissions comme celle-ci peuvent intéresser tout le monde, y compris sur les réseaux. Bah voilà, on a le label maintenant
Hugo Décrypte pour pouvoir arriver à toucher un public jeune, mais on le touche évidemment ce public grâce au podcast et grâce à votre curiosité. Comme je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission La Fabrique de l'information. Merci Hugo Traverse d'être venu pour inaugurer ce format grand entretien. Je rappelle donc votre BD Hugo Décrypte en Russie, 200 pages publiées aux éditions Alary. Il n'y a pas de pression pour Hugo, vous pouvez ne pas l'acheter, il l'a dit, il résiste à la pression, mais si vous pouvez l'acheter là, c'est encore mieux. Offrez-la à toute votre famille 10 fois, 10, 15 fois avec plaisir. Voilà, en tout cas c'est très sérieux, c'est très construit, très pédagogique, je la recommande à tout le monde et vivement donc les prochains exemplaires, les prochains tomes qui arriveront chaque année. Je remercie à la réalisation de cette émission Sorge Leroy, à la préparation Joséphine Reinhardt. Je remercie Ingrid de Courrier International et on se retrouve nous évidemment la semaine prochaine dans La Fabrique.